Comment est-ce qu'on peut aujourd'hui accéder à une information de qualité au quotidien, qui est plutôt la vraie question actuelle, mais finalement historique, notamment parce que sur cette affaire-là, on pense toujours qu'on est les premiers à rencontrer des problèmes de désinformation, de manipulation de l'information. Or, finalement, dans les âges précédents de l'humanité, c'est quelque chose qui s'est de tout temps pratiqué et qui concerne en plus toutes les générations. Je sais que ce matin on a un peu parlé des jeunes générations, mais sur la question de la viralité de la désinformation, c'est pas les jeunes générations les pires. C'est plus le public senior, tel que je le remarque assez souvent. Alors on reverra, mais effectivement, pourquoi? Parce qu'il y a probablement... parfois, il y a trop de croyances. Quand vous avez justement trop de croyances, vous êtes persuadé de quelque chose, et une information vous paraît du coup crédible. Et donc, si c'est crédible, ça vient conforter vos croyances, vous avez tendance à la diffuser sans discernement réel. Et chez le public senior, c'est parfois plus fort que chez le public junior, si je peux l'appeler comme ça, où au contraire, on va avoir des mécanismes de doute, alors un peu incertains, mais parce qu'on n'aura pas arrêté de leur dire qu'il fallait faire attention. Du coup, ils ont tendance plutôt à douter de tout, et c'est un autre souci aussi. Donc voilà, je déplace un peu le débat. Vous voyez que je parle plutôt de fausses informations que de fake news, mais le mot information lui-même en français est problématique. Parce que le mot information en français, ça recoupe effectivement la question des news et des médias. Ça recoupe aussi la question de l'information data, des données, qui est aussi une vraie question. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a aujourd'hui des fausses données ou des données manipulées? Probablement que oui. Ça recoupe la question de l'information-connaissance, qui est plutôt mon champ initial de compétences, donc la formation documentation. Puis ça recoupe un autre type d'information qu'on a du mal à catégoriser, que j'appellerais plutôt information sociale, qu'on retrouve beaucoup sur les réseaux sociaux, et quand on analyse sa teneur, on ne sait jamais si c'est de l'information un peu de type fatigue. Parfois il y a du fatigue, parfois dedans il y a un lien vers un site qui contient une information. L'information quand même elle émane de quelqu'un, donc il y a de la donnée. Donc on a des choses qui sont un peu mixées, distinctes, et une des grandes difficultés à l'heure actuelle, c'est celle-là, c'est effectivement de réussir à évaluer l'information, sa teneur, sa qualité, sa source, et ce sont des choses qui ne sont pas si aisées que ça, et qui en fait s'enseignent et se pratiquent. Avec une leçon assez terrible à ça, c'est que le plus grand expert dans le domaine peut lui-même être trompé ou faire une erreur pour diverses raisons, justement parce que ça va toucher ses propres croyances et ses mécanismes de croyance, ou parce que parfois il ne va pas prendre le temps de la réflexion et de l'analyse, ce qui piège assez souvent nos collègues journalistes, mais ce qui peut piéger aussi un grand nombre de fois certains universitaires qui, finalement, sur les réseaux sociaux, font aussi des erreurs. Ça a été mon cas il y a 3 mois. Alors même s'il y a une alerte qui s'est diffusée en moi, j'ai quand même diffusé parce que ça m'a paru crédible. C'était la nouvelle de la mort du journaliste ukrainien, qui en fait n'était pas mort. Et on l'a su quelques jours plus tard, et j'avais transmis l'information, parce que pour le coup, il me semblait que toutes les conditions de la véracité semblaient réunies, même si j'ai eu un petit doute, et que j'aurais dû me fier à mon petit doute à l'époque. Mais c'est pour vous montrer qu'on a beau être un expert du domaine, on peut aussi se tromper, et je pense que c'est déjà une des premières leçons importantes, c'est d'avoir conscience que même si on a acquis pas mal d'expérience, de temps en temps, on fait des erreurs et on va continuer à en faire. Passer à la suite du débat. Allez, c'est moi. Oh là là. Du coup, j'ai perdu confiance en moi. Vous voyez que l'autre expression que j'ai mise, c'est celle d'évaluation de l'information dès le début, parce qu'en fait, c'est l'expression sur laquelle on travaille depuis 10-15 ans en fait, en recherche. Alors moi, je suis plutôt de côté de l'infocom, mais toujours assez proche des sphères éducatives, parce que je suis un ancien professeur documentaliste. Et donc, j'ai plutôt travaillé sur des observations d'élèves pour savoir comment ils accédaient à l'information et comment ils évaluaient l'information. L'expression d'évaluation de l'information telle qu'elle a été développée, ça vient plutôt d'un de mes collègues qui s'appelle Alexandre Serre. Et finalement, assez régulièrement, on aime beaucoup cette phrase d'Umberto Eco. Vous allez voir que je vais m'appuyer beaucoup sur Umberto Eco, parce qu'en fait, j'ai tendance à considérer qu'Umberto Eco a déjà tout dit sur ces questions-là, et que ce n'est pas des questions totalement nouvelles, et que finalement, en partant d'Umberto Eco, on peut comprendre à peu près tout ce qui se passe actuellement. Donc sa citation assez connue, qui était liée à un entretien qu'il avait eu au Monde il y a quelques années, c'était
L'enjeu éducatif majeur des années futures, ça va être l'apprentissage de l'art du filtrage, c'est-à-dire de la capacité à évaluer l'information dont on va avoir à disposition, puisqu'on est rentré dans une époque où on a un surplus informationnel. C'est pas nouveau ce sentiment de surplus, mais disons qu'il concerne à peu près aujourd'hui la majorité des usagers, même si là aussi au niveau études on a parfois des surprises, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui n'ont pas forcément conscience qu'il y a un surplus d'informations, parce qu'il y a des intermédiaires qui donnent très vite de l'information, même si la qualité n'est pas toujours au rendez-vous. Et l'enjeu c'est celui-là, c'est la capacité à filtrer, à évaluer l'information, et c'est la meilleure réponse en tout cas au phénomène de la mauvaise information, de la désinformation, sachant qu'elle est parfois volontaire ou involontaire, mais on est rentré dans une époque où on a presque un processus industriel de désinformation majeur, qui a évidemment des conséquences politiques, qu'il était possible d'anticiper, notamment si on étudie les réseaux sociaux depuis des années assez régulièrement, on savait que ça allait se produire. Moi j'avais vu très vite monter la désinformation sur les réseaux sociaux venant de l'extrême droite il y a 5-6 ans, et je savais que ça allait faire boule de neige. D'autres courants politiques s'y sont mis, et il est parfois difficile d'y résister, et du coup il y a beaucoup, non pas de croyance, mais de mauvaise foi dans la pratique de la désinformation. Donc la piste c'est celle-là, c'est celle d'Umberto Eco, et je vais essayer de vous en donner quelques éléments majeurs en peu de temps, parce que souvent sur ce type d'information, j'ai tendance à dire qu'il me faut 3 heures pour expliquer tout ça, et là je vais plus y aller. Alors quel filtrage du coup Alexandre Serre, mon collègue, proposait 3 types de filtrage possibles et potentiels. Un filtrage technique, c'est-à-dire est-ce qu'il est possible techniquement de détecter la mauvaise information et finalement de signaler à l'usager que des informations vérifiées ou potentiellement de qualité par des mécanismes techniques. Ça pose évidemment la question de quels sont les acteurs de cette technique et quels sont les processus derrière. Il y a toujours un rapport à qui contrôle les données, qui contrôle la vérité. Un filtrage éducatif, c'est-à-dire qu'on considère qu'il faut donner aux citoyens les moyens de pouvoir détecter lui-même la qualité de l'information, et ça c'est plutôt une mission éducative. Je pense qu'on est tous à peu près conscients que cette mission est absolument essentielle sur cet art du filtrage. Reste à savoir derrière comment on la met en place, et ça c'est un peu difficile parce que tout le monde est d'accord pour dire qu'il faut éduquer aux médias et à l'information. Dans la réalité, concrètement, c'est beaucoup plus difficile à faire qu'on ne le croit, et on ne donne pas souvent les moyens pour le faire. La bonne ou mauvaise nouvelle, c'est que le problème n'est pas que français, quoi. Troisième point, est-ce qu'il y a un côté un peu social? Est-ce que c'est pas une mission qui incombe à la société? Est-ce que, même socialement, on ne peut pas imaginer des communautés d'usagers qui, sur certains domaines, en tout cas, pourraient dégager une expertise qui nous filtrerait l'information? Là aussi, il y a quelques expériences qui ont été menées par le passé où, des fois, vous avez des spécialistes qui sélectionnent l'information de qualité, qui font des stratégies de veille, et finalement qui la signalent à un public plus large. Et là, on peut être à peu près certain que l'information dont on va avoir à disposition a été vérifiée, contrôlée, et qu'elle est plutôt de qualité. Donc il y a des mécanismes socio-techniques qui pourraient être mis en place, et donc du coup, finalement, le web ou l'internet qui pourrait être désigné comme coupable est aussi un lieu de possibilité, de potentialité. Quatrième filtrage qu'a un peu oublié mon collègue Alexandre Serre, c'est celui-là. C'est finalement le filtrage législatif, et sur lequel on se dit, il y a vraiment trop de désinformation, il faut faire quelque chose. Et ça préoccupe beaucoup les différents acteurs politiques du monde entier, avec des grosses tensions, parce qu'effectivement, ça pose toujours la question qui possède la vérité et qui est finalement la légitimité à un moment donné pour dire stop, cette information elle est mauvaise et elle devrait ne pas circuler, donc être interdite éventuellement, et il pourrait y avoir un régime de sanctions derrière. Ce qui fait qu'il y a une grosse tension actuellement, des désaccords, il y a effectivement une tentative de législation au niveau du Parlement français, qui, je ne sais pas jusqu'où ça va aboutir. Mes collègues universitaires sont, j'ai envie de dire majoritairement, et les associations de défense des usagers majoritairement contre un caractère législatif qui pourrait être perçu comme une forme de censure ou un risque potentiel en cas d'arrivée au pouvoir d'un groupe extrémiste. Et d'autres collègues plutôt juristes qui vont dire qu'il y a déjà un arsenal législatif suffisant. Alors moi j'ai une position différente pour vraiment presque vivre au quotidien ces phénomènes de désinformation sur les réseaux sociaux depuis plusieurs années, notamment sur les dernières élections. J'ai passé mon temps à démontrer que c'était
Enfin, je voyais plein de fake news vraiment circuler de la part d'amis proches, de tout bord et de tout niveau d'ailleurs. Et à chaque fois, je faisais un gros travail pour signaler que l'information était mauvaise. Mais vous voyez, plutôt filtrage social, mais un peu épuisant parce que d'un côté, vous démontrez que c'est faux, mais vous n'êtes pas certain que la personne à qui vous avez démontré que c'était faux, vous l'ayez réellement persuadé. Et puis vous doutez bien qu'il y a de personnes qui ont pris tout ça pour argent comptant. Donc moi je suis plutôt pour un filtrage législatif, malgré tout, avec un régime de sanctions, mais qui s'applique sur des périodes très déterminées, qui sont des périodes plutôt électorales, parce qu'il est impossible de filtrer tout le temps. Ça signifie derrière qu'il faudrait dégager de nouveaux experts sur ces questions-là. Donc c'est pas une question simple, mais je ne suis pas forcément contre un régime de sanctions à un moment donné. J'en arrive donc sur une piste qui est celle, pour moi, des littératies. La question d'évaluer l'information, ça revient à un régime de compétences. Et ces compétences, c'est celle des littératies. Alors, je vais vous définir rapidement c'est quoi cette histoire de la littératie, thème sur lequel je travaille depuis une bonne dizaine d'années, qui est un terme anglo-saxon au départ, puis qui finalement s'est francisé depuis quelques années, et s'est même démocratisé, c'est-à-dire que le politique l'emploie de temps en temps, et puis les groupes comme le Conseil national du numérique parlent beaucoup d'éducation, de développement des littératies digitales ou numériques, et que ça devient un enjeu essentiel pour combattre les diverses fractures qui existent. Il y a 3 sens au mot littératie, ce qui fait que c'est un concept un peu difficile à embrasser. C'est un premier sens très simple, c'est une compétence liée à l'alphabétisation, c'est-à-dire qu'il faut savoir lire et écrire, mais on se doute bien que ce n'est pas ce seul niveau-là qui est exigé, et sur la cas de la désinformation, c'est pas seulement savoir lire et écrire qui est essentiel, c'est savoir analyser, décrypter, ce qui explique pourquoi derrière, il y a toujours des questions éducatives. L'enjeu aujourd'hui de l'éducation, c'est pas seulement d'apprendre à lire et écrire, c'est savoir analyser, comprendre, produire soi-même sa propre opinion. Donc il y a des enjeux éducatifs majeurs. L'autre sens de littératie, le deuxième sens, c'est que littératie, ça se couple toujours avec des notions de compétences, ce qui explique que vous avez une explosion des littératies. Et on parle de littératie informationnelle, de littératie médiatique, de littératie digitale ou numérique, de littératie mathématique, de littératie financière. Enfin, vous retrouvez un grand nombre de combinaisons possibles depuis pas mal d'années, et avec le développement du web et de l'Internet, il y a même eu tout un tas de néologismes sur lesquels je reviendrai. Alors, il y a un problème aussi sur le terme de compétences. Est-ce qu'on peut réduire tout ce spectre à des compétences, on va dire, procédurales? C'est-à-dire, est-ce qu'on peut enseigner à un élève le fait qu'il va être confronté à un texte, on peut lui dire, si tu veux évaluer le texte, il faut que tu ailles vérifier effectivement la source, que tu ailles vérifier l'URL, qui sont un peu des mécanismes un peu réflexes et un peu procéduraux, mais on s'aperçoit qu'il n'y a pas que ça, et que la question de la compétence un peu procédurale n'est pas suffisante, parce que derrière, il y a des enjeux de compétences intellectuelles. Et le seul fait d'avoir le réflexe de vérifier la source, d'analyser l'URL, ne suffit pas parfois à comprendre tout le contexte d'un document qui peut receler plein de références plus ou moins cachées et qui finalement implique une forme de culture générale. Ce qui est aussi une des réponses. C'est aussi un de mes positionnements, c'est-à-dire que derrière, l'enjeu majeur à mon avis, c'est le développement d'une culture générale qui me paraît assez essentielle pour décrypter l'information. Plus vous avez de connaissances et de compétences, plus vous êtes à même de réfléchir sur les sources et les documents auxquels vous êtes confrontés, mieux c'est. Et ça, c'est un enjeu assez difficile à exprimer, comment on le fait véritablement au niveau éducatif, comment on développe une culture générale. C'est quoi une culture générale? Là aussi, ça pose tout un tas d'autres problèmes. Parmi ces littératies un peu connues, c'est la littératie informationnelle. Alors, le terme est anglo-saxon, information literacy, mais vous voyez que la définition recoupe pas mal d'éléments qui nous intéressent sur l'évaluation de l'information. Sur le fait que derrière, d'être compétent, c'est la capacité à reconnaître quand émerge un besoin d'information, c'est-à-dire savoir quand est-ce qu'on a besoin d'information. Et rien qu'à ce niveau-là, c'est problématique. Parce que pour beaucoup de personnes, quand on fait des études, on s'aperçoit que la capacité à savoir qu'on a besoin de l'information, c'est pas du tout inné. Quand il faut en plus l'exprimer, c'est pas si facile que ça. Et quand il faut en plus l'exprimer et la transformer sur des moteurs de recherche ou des bases de données, c'est encore plus compliqué. Là-dessus, je ne m'y attarde pas, mais effectivement, pour étudier le jeune public et le public senior, ça pose évidemment tout un tas de soucis, par exemple, quand vous faites des requêtes en matière d'information médicale. Vous avez un mot, ou des mots MAUX,
Il faut réussir à mettre des mots, MOTS, sur le mot ressenti pour pouvoir éventuellement faire une recherche en matière de santé. Et ça s'avère un territoire extrêmement complexe, ce qui explique pourquoi l'Information Literacy est assez proche d'une autre littératie, qui est une littératie souvent médicale. Bon, vous voyez que le but derrière, c'est que cette information, il va falloir être capable derrière de l'exploiter, de la transformer, éventuellement de produire de l'information soi-même. Il y a quelque part là-dedans un espèce de cercle vertueux de l'utilisation de l'information et de sa transformation. Mais, quelque part, ce cercle vertueux peut être malheureusement complètement inopérationnel si les sources d'information auxquelles on accède sont finalement non pertinentes. Non pertinentes pourquoi? Parce qu'on n'a pas su exprimer correctement notre besoin d'information. Non pertinentes parce qu'on a accédé à de l'information qui est de mauvaise qualité ou qui ne correspond pas au niveau d'information qu'on aurait souhaité avoir. Ce qui montre bien que la question de la complexité informationnelle dépasse très très largement la seule question de la désinformation. Donc l'enjeu, plutôt, c'est celui-là, c'est une culture générale autour de l'information, ce qui explique pourquoi je travaille depuis quelques années sur un autre concept qu'on appelle la culture de l'information, c'est-à-dire cette capacité à analyser l'information, à produire soi-même de l'information, parce que c'est quand même un enjeu assez essentiel depuis quelques années avec le web, et une prise de conscience du fait d'ailleurs qu'on est soi-même producteur d'informations, depuis des choses vraiment basiques. Le fait de poster un message sur les réseaux sociaux est déjà une production d'informations. L'enjeu est important cette fois-ci plus du côté des jeunes générations, c'est-à-dire qu'on a formé pendant un certain temps des jeunes générations à rechercher l'information sur les bases de données, à rechercher l'information ensuite sur les moteurs de recherche. Mais finalement, presque la première culture informationnelle ou documentaire des jeunes générations vient du fait qu'ils produisent eux-mêmes parfois de l'information de façon un peu instantanée. Le fait de poster une photo sur Instagram ou autre est en fait déjà l'inscription dans une culture documentaire, mais au lieu d'être dans un espace de recherche d'information, on est dans un autre espace qui est plutôt celle d'une recherche d'attention. Ce qui fait plutôt tendance à considérer qu'à l'heure actuelle, la question du rapport à l'information est en train d'être bouleversée avec une dominante qui est la recherche d'attention plutôt que de la recherche d'information. Et on est dans ce spectre-là, si j'ose dire, au niveau des informations. Parce que le but, c'est plus créer de la viralité et du buzz que plutôt d'arriver vers la qualité. Ce qui est aussi le problème de l'écosystème du web, qui va plutôt privilégier des formes d'hyper-attention, de sollicitation de l'attention, plutôt que de qualité informationnelle. Ce qui explique pourquoi, à l'heure actuelle, évidemment, Google, Facebook, qui sont plutôt dans une logique de création massive d'attention, s'interrogent sur est-ce qu'ils ont un rôle éthique à jouer sur cette déperdition de qualité de l'information. Est-ce que c'est vraiment à eux de le faire? Donc du coup, on voit bien que derrière, il y a des questions techniques, il y a des questions intellectuelles, il y a des questions éthiques, et tout ça est un peu mixé. Et ça signifie que si on veut former à ces enjeux-là, c'est pas 1 heure ou 2 heures par-ci par-là qui va y suffire, parce qu'on est sur vraiment une construction très très complexe. Il y a plein de littératie voisine, je vous en épargne plein de termes, mais on voit bien que le spectre est très large. On a les questions techniques, c'est-à-dire comprendre c'est quoi les dispositifs qu'on utilise au quotidien. Une des premières questions qui est assez classique, c'est comment fonctionne un moteur de recherche type Google. Pourquoi Google nous donne finalement tel classement plutôt qu'un autre? Statistiquement, Google, c'est à peu près 90% des usagers en France qui l'utilisent. C'est à peu près 90% des usagers en France qui ne savent absolument pas comment fonctionne Google derrière, et ils savent encore moins comment Google gagne de l'argent, ce qui est là aussi un élément un peu crucial. Alors en termes de formation, c'est une question que je pose souvent au concours, et je ne recrute pas quand la personne ne sait pas, c'est-à-dire que quand elle n'est pas capable de dire comment fonctionne Google, je considère que c'est problématique parce que derrière elle va être en action de formation et elle ne saura pas transmettre. Donc il faut étudier le dispositif. Ça signifie que la culture de l'information est aussi une culture technique et que l'enjeu est une réconciliation entre une culture dite intellectuelle et une culture technique et qu'on ne peut pas séparer les deux. Une culture digitale, alors j'ai pas le temps d'exprimer pourquoi j'emploie plutôt digital que numérique, ce sera un autre enjeu, mais en tout cas la question n'est pas qu'informatique. Aujourd'hui, l'enjeu n'est pas de réduire le numérique à l'informatique. Il y a des usages, des bons usages, il y a des mauvais probablement. Il y a tout un écosystème économique derrière, il y a plein d'enjeux qui fait que toutes ces questions-là, elles doivent être abordées de façon multidisciplinaire, y compris au niveau éducatif. Ce qui fait qu'un objet comme l'algorithme dont on a un petit peu parlé ce matin n'est aujourd'hui pas qu'un objet mathématique et informatique.
c'était aussi un objet social, économique. Et puis finalement, on fait des algorithmes au quotidien. Dès qu'on fait une recette de cuisine, on fait déjà des algorithmes. Donc un peu de démocratisation de l'algorithme pour savoir finalement quels sont les enjeux derrière de manipulation des algorithmes. Et puis ne jamais oublier que l'algorithme, c'est souvent un homme derrière qui l'a pensé au départ, même si derrière on le mathématise et on le transforme de façon informatique. Donc il y a des enjeux de pouvoir, et effectivement il y a des histoires de cadres de pensée qui peuvent nous échapper parfois, mais il faut former à ces questions-là. Ça ne signifie pas qu'on va gagner, on va être tout le temps libre, mais on aura au moins conscience qu'il y a des enjeux de formatage ou de préformatage. Différentes fractures qui sont l'autre expression en sciences sociales depuis 10-15 ans sur la fracture numérique dont vous avez déjà entendu parler. Il y a deux fractures, une fracture matérielle et économique, c'est-à-dire que tout le monde n'accède pas à l'Internet, au web, tout le monde ne dispose pas d'outils super sophistiqués, mais l'enjeu s'est déplacé essentiellement sur une fracture d'ordre intellectuel. Ce qui explique pourquoi, à l'heure actuelle, on réfléchit plutôt sur des questions de médiation numérique. Du côté du secrétaire d'État au numérique, Mounir Majoubi parle assez souvent de médiation numérique. C'est quand même des choses qui ont été portées beaucoup par des acteurs de terrain, par la recherche. Et on s'interroge comment produire aujourd'hui des formes de médiation pour permettre une montée en puissance des compétences de l'ensemble des citoyens. Mais c'est aussi une chose très difficile à faire parce que souvent, il y a une espèce d'urgence, c'est de se dire comment on va former le public senior à l'utilisation du web pour savoir remplir sa déclaration d'impôt. Il y a toujours un côté un peu pressant et qui est un peu un usage simplifié qui vient se greffer. Et en fait, l'enjeu est plus vaste que ça. Et puis la dernière intention, mais qui est à mon avis l'attention essentielle, c'était la thématique de l'année dernière, mais on n'y sort pas, c'est l'attention literacy. Ça, c'est un constat majeur qui s'est fait partout dans le monde. On est tous d'accord pour dire que si on veut éduquer à l'information et former à la désinformation, la question attentionnelle est essentielle. Et aujourd'hui, on est sur un secteur concurrentiel, c'est-à-dire que quand vous enseignez auprès d'un public d'élèves, il faut capter son attention, mais cette attention, en tout cas, on a des capacités cognitives limitées dans une journée et qu'on doit partager avec les acteurs du web, de la télé, et que l'enjeu essentiel, c'est qui va gagner l'attention. Plus vous restez de temps sur un support type Facebook ou autre, mieux c'est. Et évidemment, quand vous êtes enseignant, les capacités d'attention de vos étudiants elles sont un peu dispersées pour des raisons évidentes, y compris chez les plus gros experts. On l'observe nous-mêmes que des fois on est sur des attentions totalement dispersées. Et ce qui explique aussi pourquoi finalement on peut très bien être pris par le mécanisme de la désinformation parce que c'est parfois plus fort que nous. Et très vite on est dans l'impulsion plutôt que dans la réflexion. Parce que tous les mécanismes nous incitent à être impulsifs. Alors une des pistes, je vous la donne, je ne la définis pas plus que ça, c'est celle de la translittératie. C'est l'idée finalement que on peut avoir des compétences qu'on a développées dans un certain cadre, mais qu'on peut réinvestir dans un autre. En clair, vous avez déjà appris à réfléchir, à écrire, à analyser sur du support papier. Rien ne vous empêche de migrer ces compétences sur un espace numérique. Et j'ai envie de dire vice-versa. L'avantage du concept de translittératie, c'est ça, c'est qu'on ne repart pas à zéro à chaque fois qu'on change d'interface. Il y a bien des choses qui se retrouvent, qui se transforment et qu'on peut réinvestir. C'est aussi une piste éducative intéressante, ça signifie que, vraisemblablement, il faut penser qu'est-ce qui est transdisciplinaire, qu'est-ce qui est commun, et qu'est-ce qui fait que, finalement, on peut créer de la relation. Et on peut créer du lien. Et je rappelle d'ailleurs que créer du lien, c'est la base de la religion, d'ailleurs. J'ai été trop long. Donc je vais continuer à créer du lien. Et derrière ce lien, c'est effectivement essayer de rassembler un peu nos disciplines pour essayer de voir qu'est-ce qu'il y a de commun entre l'informatique, les sciences de l'information et de la communication, les sciences de l'éducation, pour essayer de construire une sorte de programme ou de curriculum qui pourrait former à ces questions. Je ne détaille pas parce que c'est une question assez difficile et qu'on a du mal à mettre en place sur le terrain depuis 10 ans. Maintenant, je suis qu'à la deuxième partie. Alors, Dark Vador, vous avez bien compris qui c'était. C'est la désinformation. Un des enjeux majeurs, selon moi, c'est qu'effectivement derrière, il y a des enjeux de lecture et d'écriture. Ça ne bouge pas là-dessus. Finalement, on est sur des dispositifs où on lit, on écrit, on interagit. Mais que très souvent, on est sur des dispositifs. On devrait plutôt développer de la réflexion
Or, on est souvent sur des dispositifs impulsifs, et ce qu'appelle Michel Foucault la stultitia. Et la stultitia, c'est un peu la réaction de l'imbécile qui va réagir mais sans réfléchir. Et c'est effectivement ce qui nous menace. D'où l'enjeu actuel, c'est réussir à justement éviter la stultitia. Ça rejoint l'enjeu attentionnel, c'est-à-dire obliger les citoyens, les usagers, les élèves à prendre le temps de la lecture, de l'analyse et de la réflexion. Mais pensez à ce que vous faites au quotidien. Parfois, pour des questions de temps évidentes, on ne le fait pas et on réagit plutôt par impulsion. Et tout l'écosystème du web a tendance à nous placer dans l'impulsion, notamment les réseaux sociaux. Alors je reviens à Umberto Eco. Alors, j'ai mis des grosses citations parce que je vous disais qu'Umberto Eco avait déjà tout abordé, notamment dans un ouvrage qui s'appelle Le pendule de Foucault, qui revenait sur la pensée conspirationniste. Mais c'est paradoxal parce que ce roman, qui est un de mes romans préférés, démontre un peu l'absurdité de la création conspirationniste. Ce roman a tellement bien marché que, en fait, au lieu de casser la pensée complotiste comme l'espérait Umberto Eco, par une démonstration par l'absurde, son bouquin est tellement nourri de références tous azimuts que, en fait, quand vous êtes lecteur, vous allez parcourir toutes les références d'Umberto Eco et vous passez presque par une lecture conspirationniste pendant un certain temps du monde. Et donc, du coup, Umberto Eco, il a un peu échoué dans cet objectif-là. Néanmoins, quand on regarde derrière les citations, on va bien des formes de stupidité, d'imprécision, de liens qui se font, mais de liens qui sont en fait complètement absurdes, qui sont effectivement proches de la folie. Dans ce côté agitation de l'esprit, on le voit, il décrit en fait le groupe de protagonistes qui inventent un complot. Et donc, il relie tout ce qu'il trouve. Tout ce qui peut être relié prend forme, et du coup, il monte un complot qui n'a de fait aucun sens si on l'analysait stricto sensu, mais qui devient très vite problématique. Et vous voyez qu'il mêle tout ce qu'il trouve. Et évidemment, sur le web, c'est un texte qui a été écrit avant le web, mais on peut faire la même chose. On peut passer des heures à collecter de l'information et à trouver du sens. Même chose, c'est la logique du web, de l'hypertexte. On crée du lien, mais du lien qui n'a pas de sens. Donc il y a la logique du court-circuit. Et effectivement, si on avait comme il dit, les personnages, s'ils avaient pris un peu de distance, ils finissent par oublier leur logique. Et derrière, c'est la logique de la pensée conspirationniste. C'est que le but, c'est qu'à la fin, on produise une espèce de théorie qui explique tout. Alors c'est presque un totalitarisme de la pensée qu'on va retrouver, mais c'est ça la pensée conspirationniste, c'est qu'à la fin, on a quelque chose qui explique le tout, qui semble bien, qui semble tenir, et qui est extrêmement rassurant en termes de croyance, parce que tout se tient, et en plus on a désigné des méchants, ce qui fait que ça donne aussi un sens à notre vie. Voilà, donc du coup la pensée critique à l'heure actuelle, on va la retrouver plutôt là, c'est toujours contre les médias qui nous manipulent, enfin, avec un double discours très amusant, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent il y a des médias mainstream qui sont insupportables. On n'arrive pas à s'exprimer, mais on les voit tout le temps dans les médias. Je ne sais pas si vous avez remarqué que certains sont champions dans cette discipline. Pour conclure, puisque le temps passe vite, sur une mission, est-ce qu'il faut qu'on produise à l'heure actuelle une sorte d'index? Pour rappel, qui possède le plus gros index du web actuellement, c'est Google. Donc c'est plus une entreprise publique, là auparavant c'était plutôt les bibliothèques, pour faire vite. Est-ce qu'il faut un index libre qui soit possédé par d'autres acteurs que ceux du web? C'est une question qui est posée. Est-ce qu'il faut un décodex? Je ne sais pas si vous connaissez le décodex. Donc, c'est un projet du Monde qui a en fait été conçu pour aider les lecteurs à savoir s'ils étaient sur de l'information de mauvaise qualité. Donc, en clair, ils ont produit un mini-index pour dire tel site, il comporte plutôt des risques informationnels, donc il faut faire attention si vous êtes dessus et ça se plug sur votre navigateur. Le seul souci, évidemment, c'est que ça émane des journalistes du Monde, donc, qui quelque part ont pris une position un peu particulière en disant nous, voilà, vous voyez, c'est le souci. Et puis le Monde était en vert, bien sûr, dans la hiérarchie. Oui, c'était un peu difficile, donc on leur a reproché. C'est un projet sur lequel il y a eu d'autres décodex, du coup, d'autres ont mis des contre-décodex, évidemment, des contre-décodex. Mais la question est un peu sous-jacente, à savoir aujourd'hui, est-ce qu'on fait quelque chose en commun avec les journalistes, Wikipédia, des experts, pour essayer de produire un index un peu plus assez sympathique, mais qui a le droit finalement de s'arroger ce positionnement eu égard à la vérité. Vous voyez la difficulté qui est telle qu'elle est, ça pose le champ de l'expertise.
Et puis, haute difficulté sur... On a parlé de doute tout à l'heure qui était plutôt positif. Le doute est toujours positif, mais si vous restez trop souvent sur le doute, c'est-à-dire s'il n'y a pas un peu à un moment donné un rapport à la vérité, au fait que vous accordez un crédit à tel ou tel type d'information, ça génère effectivement une pensée qui peut tout de suite virer au conspirationnisme. Ce qui explique une grosse difficulté qu'on va avoir sur l'éducation média à l'information, que je souligne à chaque fois. Si on fait une formation très très courte, on risque peut-être de générer plus de pensées conspirationnistes que si on ne fait pas de formation du tout. Pourquoi ? Parce qu'en fait, si je reprends les compétences, il y a des proximités assez fortes entre la pensée conspirationniste et celui qui est vraiment expert dans la formation, mais des fois ça bascule sur quelque chose qui est complètement différent. Donc on n'est plus sur une quête informationnelle que sur une réelle recherche d'information. On va plutôt chercher de l'information cachée que de l'information pertinente. Et puis, à un moment donné, on va trouver l'idée majeure qui explique le tout, là où, sur une recherche d'information un peu plus mesurée, on va aboutir à plusieurs théories et un équilibre, une position plus équilibrée. Ce qui est plutôt ma position, c'est viser l'équilibre plutôt que le déséquilibre. Voilà, et pour finir, dans le roman Umberto Eco, à la fin, les protagonistes qui montent un complot, ils savent au départ qu'ils montent un complot, mais ils oublient. Et vous avez dit vous-même qu'ils étaient faux. Et on finit par oublier parce qu'ils se sont pris au jeu. Et le pire, et c'est pour ça que je vous dis qu'Umberto Eco a tout envisagé, c'est qu'ils inventent un faux, mais il y en a d'autres qui finissent par y croire. Y compris d'anciennes sectes, sociétés secrètes qui ne savent plus qui ils sont. Et du coup, ils ont monté un complot. Ils pensent que le sens du monde a été retrouvé à cause du faux. Tout est dit dans Umberto Eco, mais on n'a pas encore compris Umberto Eco, qui nous montre d'ailleurs que nos interrogations actuelles, on les retrouve déjà à l'époque médiévale où il y avait déjà une guerre du faux, de faux documents. On est en train de revivre la même chose, mais à un échelon beaucoup plus large et qui concerne l'ensemble des citoyens. Donc voilà, je crois que j'ai encore complexifié le problème. C'était un peu mon but, donc ça, je pense que j'ai réussi. Mais c'est parce que c'est complexe que c'est important.